create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour, bon après-midi et bienvenue à MTL Connect. Mon nom est Armand, votre animateur. Bonjour, Jean dans la salle. Comment allez-vous? Ah, OK. Hey, ça va bien. On applaudit. On me regarde avec un hochement de tête. OK. Ça montre signe de vie. Sur les poufs, à gauche? Yeah. OK, là, on est en mode pouf. Là. On fait juste lever un bras. Ah, c'est bon. Je suis jaloux, honnêtement, genre de pouf. J'aimerais ça aussi, pouvoir pouffer. C'est un verbe. Je pouffe, tu pouffes, nous pouffons. Ah là 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 là, que du plaisir. Bienvenue encore une fois. Nous sommes dans la satosphère que j'adore, que je vénère, que je glorifie. À chaque fois que je vais faire une intro ici, je vais toujours faire « Ah, satosphère ». C'est très beau. Bravo la SAT pour nous garder ce petit joyau et de nous l'offrir pour MTL Connect. Notre 7e édition cette année, déjà 7 ans de plaisir, 7 ans de connexion. 7 ans de débat, de challenge, de défis sociétal qu'on dénoue avec des experts, des subject matter experts qui viennent ici pour vous, de contact humain, de réseautage. Pour tous les internautes qui nous suivent, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, bon matin, wherever you are. On continue avec une rencontre secteur d'excellence présentée par la CRIM. Je vais tout de suite inviter nos panélistes qui, dans le fond, notre conférencier et notre modérateur, qui vont parler de désinformation visuelle et d'intelligence artificielle. C'est vraiment des sujets d'actualité, là, on le sait tous, on voit beaucoup de choses, on se demande, is it real, is it AI? On va pouvoir en jaser avec plus de détails, sans faute, je vais inviter notre conférencier. Alors tout de suite, je vais l'inviter sur scène, M. Marc Lalonde, on l'applaudit, et le modérateur de cette belle conférence, Jean-Étienne Chihi. On les applaudit. Bonne conférence. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Bonjour. Mon nom est Jean-Étienne Ché. Je suis conseiller en communication au CRIM, le Centre de recherche en informatique de Montréal, qui célèbre cette année ses 40 ans. Et avec moi, j'accueille Marc Lalonde, chef de pratique et spécialiste en vision au CRIM. Aujourd'hui, on va discuter de désinformation visuelle et d'intelligence artificielle. Donc, Marc, commençons? Oui. Alors... déjà, peut-être mentionner, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi un spécialiste en vision par ordinateur vient vous entretenir sur la désinformation. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi. Donc, si on avance, Marc, on va commencer un peu avec la base. Parlons de vision par ordinateur. Comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bon, la vision par ordinateur, déjà, c'est une discipline technique, scientifique. C'est une branche de l'intelligence artificielle qui existe depuis, je pense, au niveau du début des années 60. Ça a commencé, ça fait vraiment très, très longtemps qu'on étudie cette discipline-là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui s'intéresse à la mise au point et la conception d'algorithmes ou de machines qui vont être capables d'extraire de l'information à partir d'images. Donc, c'est vraiment cette discipline-là qui est la vision par ordinateur. Et moi, ce qui me vient en tête présentement, c'est l'image qu'on voit derrière. Donc, avec cette discipline-là, on peut savoir par informatique qu'il y a un gros cercle au milieu et plusieurs autres petits cercles, par exemple. Oui, complètement. Donc, ce qu'on voit, finalement, cette représentation-là, c'est un peu une façon de montrer que la discipline de la vision par ordinateur, ce qu'on appelle le computer vision en anglais, a été influencée par plein de disciplines connexes, comme par exemple les mathématiques, forcément, la physique, le traitement d'images et aussi l'intelligence artificielle avec le temps. Et
Vous prenez votre téléphone, par exemple, pour scanner un code QR. Bien, à l'intérieur de votre téléphone, il y a des algorithmes de vision par ordinateur qui ont analysé l'image et qui ont trouvé le code QR dans l'image. Ça, c'est un exemple d'application de la vision par ordinateur. Vous pouvez aussi avoir, vous allez au guichet automatique, vous voulez comme encaisser un chèque, vous rentrez le chèque dans la machine est capable de lire le montant sur le chèque. C'est aussi de la vision par ordinateur, donc il y a plein de situations. Dans les usines, par exemple, pour faire de l'inspection industrielle de pièces avec des caméras, en imagerie médicale pour interpréter les images, offrir un support d'aide au diagnostic, par exemple, aux médecins. Vidéosurveillance intelligente, donc il y a énormément d'applications où la vision par ordinateur entre en jeu. Et ça nous amène évidemment à la désinformation. Donc, c'est la diapo suivante. À moins que tu aies des questions? Oui, ben en fait, si on continue avec l'idée de la désinformation, je pense que ça vaut la peine un peu de démystifier les termes, parce qu'il y a plusieurs thèmes qu'on peut entendre. C'est même un peu, j'ai l'impression que c'est peut-être interchangeable. Désinformation, mésinformation, deepfake. Est-ce qu'on peut démêler ça? Parfait. Bien, commençons par désinformation. Je pense qu'intuitivement, on sait un peu ce que c'est. Donc, c'est vraiment l'action de propager de l'information qui est fausse, qui est trompeuse. Mais c'est une action qui est volontaire. Donc, quelqu'un qui veut faire de la désinformation va se faire un message, finalement, trompeur, volontairement trompeur, et il va essayer de le faire diffuser le plus longtemps possible, mettons, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la désinformation. On entend aussi parfois mésinformation, donc un M plutôt qu'un D au début. Mésinformation, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement, effectivement, l'action de faire propager de l'information qui est trompeuse ou erronée, mais de façon involontaire. Donc, il y a un aspect d'intention là-dedans. Désinformation, on veut vraiment, de façon intentionnelle, tromper les gens, alors que mésinformation, on peut voir ça comme des erreurs, là, ou une façon un peu mal avisée de faire transférer de l'information à des gens. C'est un peu le statut Facebook avec une erreur dedans, mais qui est relayée. Ouais. Ou même dans les journaux, on voit ça souvent, de passer une nouvelle qui est, finalement, non, qu'il y a un correctif qui doit être apporté parce que la nouvelle n'est pas exacte, là, elle est fausse. Là. Et si tu me permets, avec la vision par ordinateur, qu'est-ce que ça vient faire dans cet enjeu social-là et technologique? Bon, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la vision par ordinateur vient faire là-dedans? Au crime, nous, on s'intéresse évidemment au phénomène de la désinformation, plus particulièrement à la lutte à la désinformation. On ne veut pas en générer, on veut vraiment lutter contre le phénomène. Et encore plus spécifiquement, on s'intéresse à la désinformation dite visuelle ou multimodale. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez une définition en haut, par exemple. Donc, désinformation visuelle, c'est du contenu qui est visuel, qu'on utilise avec du texte et du son. Donc, un exemple de publication Facebook où vous avez un message textuel avec une image qui vient supporter le propos. Et mais ce contenu-là, malheureusement, il contribue à une présentation fausse de l'information. Donc, on se sert, quand on crée ce message-là, on se sert du pouvoir de l'image, qui est quand même bien documenté en psychologie, par exemple, un pouvoir persuasif de l'image. Si on le voit, c'est que c'est vrai. Donc, on se sert de ce pouvoir-là pour justement renforcer un peu notre message de désinformation. Maintenant, évidemment, on va parler d'exemples aussi, et en fait des particularités de ce type de désinformation-là, parce que, bon, on parle d'images, ça circule plus vite que le texte. Complètement. Donc ça a été montré dans plusieurs publications scientifiques que, contrairement à des messages textuels, bien, les messages où il y a un support visuel vont voyager plus vite, ils vont se propager plus rapidement, par exemple, sur les réseaux sociaux. Pensez à votre situation particulière. Mettons, si vous êtes consommateur, vous êtes un utilisateur de Facebook, et vous voyez passer quelque chose qui vous intéresse, vous avez le goût de partager, mais qu'est-ce que vous allez partager plus facilement? Est-ce que c'est juste un message, un peu de texte qui peut même être très long, ou bien un message avec de l'image, de la vidéo, quelque chose qui bouge, qui accroche l'œil, qui est un peu sensationnaliste peut-être? Bien, je pense qu'avec l'image, vous allez être plus porté à faire un partage versus du texte seulement. Par curiosité, est-ce que c'est parce que ça vient susciter des réactions plus fortes? Est-ce que ça va chercher plus d'émotions? Probablement, c'est probablement ça. Donc, il y a un incitatif à partager quand il y a du visuel qui supporte le message. Il y a la barrière de la langue aussi. Donc, même si le message, on ne le comprend pas trop parce que ce n'est pas notre langue maternelle, bien, on accroche à l'image, forcément. Donc, on est capable d'interpréter l'image. Et ça va nous influencer, ce message-là.
Si on parle un peu plus maintenant des exemples de Ouais. désinformation. Parfait. Moi, Avant, peut-être oui. juste un petit message. Bien évidemment, la désinformation visuelle, c'est une discipline qui est quand même étudiée, mais moins bien que la désinformation textuelle. Donc, au niveau textuel, dans les universités, il y a beaucoup de groupes de recherche qui vont faire cette analyse-là de comment détecter la désinformation, par exemple, au niveau textuel. Au niveau visuel, c'est plus compliqué. Donc, on sait que ça voyage plus vite, donc c'est plus difficile à cerner et à attraper. Comme c'est moins étudié, c'est moins bien compris, on a moins d'outils pour le faire, donc c'est plus difficile. Là. Donc on est un peu, au moment où on se parle, en 2025, je pense au balbutiement de comment faire pour détecter ce phénomène-là, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et une des façons de le détecter, c'est d'avoir des exemples. Ouais. Moi, quelque chose qui me vient en tête immédiatement, j'ai vu passer ça sur Instagram récemment, c'est Homer Simpson qui chante Stairway to Heaven, ce qui n'est jamais arrivé. Ce personnage de fiction-là n'a jamais été dans Led Zeppelin. Mais parmi les exemples, il y en a quand même plusieurs qu'on peut étudier aujourd'hui. Oui, ben, j'en présente un qui... Ben, les exemples que je vais présenter sont quand même assez connus. Vous pourriez les avoir vus sur Internet. Ça, c'en est un exemple d'une image qui a été... une photo qui a été prise dans un laboratoire. On peut reconnaître le président Obama. Si vous avez des bons yeux, vous allez voir le Dr. Fauci aussi. Donc, dans une période pré-COVID, et le texte qui accompagne l'image, ça a été passé peut-être sur Twitter à l'époque, là, je ne sais pas trop, mais le texte prétend que cette image-là, cette photo a été prise dans un laboratoire à Wuhan, là, le fameux labo où on pense que la COVID est née. Et donc, il y a une atmosphère un peu complotiste derrière le message. On laisse entendre que voici l'élite fait partie d'une espèce de complot, là. Or, on sait, après enquête, que cette photo-là a été prise dans un laboratoire américain quelques années auparavant, et on n'est pas du tout dans une atmosphère complotiste, là. Donc, on a un cas où, justement, une image a été trouvée sur Internet, dans des journaux, récupérée, recontextualisée, d'où le terme, avec un message là, qui faisait l'affaire de la personne qui l'a émis, là. Un autre exemple, là, on est plus dans la manipulation d'images, rognage, jouer avec les teintes des images pour faire rehausser un certain message ou un certain feeling, par exemple, là, au niveau de l'image. Donc déjà, le rognage, c'est quelque chose qui est délicat. Donc, vous voyez l'image du centre avec le soldat qui se fait abreuver par un autre. Cette image-là, si vous la rognez, donc un crop en anglais, vous pourriez obtenir l'image de gauche ou l'image de droite, mais on voit bien que l'histoire n'est pas du tout la même, là. Donc le rognage va changer le narratif, et Jean-Étienne, tu me corriges, mais au niveau des entreprises médiatiques, par exemple, quand vient le temps de faire de la mise en page pour les photos, c'est des conventions journalistiques qui doivent être suivies. On ne fait pas du rognage pour la mise en page un peu n'importe comment. Donc, il y a des conventions à suivre. Et pourquoi on doit suivre ces conventions-là? Parce qu'on peut complètement changer le message avec un mauvais rognage, là. Oui, quand j'étudiais en journalisme, la règle, c'était de jamais faire de modification des photos qu'on publiait. Même changer le ton de la photo, ça change aussi l'émotion. Complètement. Au niveau de la manipulation de vidéos, ça m'intéresse beaucoup parce que là, on entre dans des trucs qui sont très vrais de la réalité. Oui, on va y venir. J'ai un exemple, là. Quand on parle de manipulation vidéo, ça peut partir dans un peu de tous les sens. Il y a différentes formes de manipulation vidéo. Une manipulation très simple ici, vous reconnaissez peut-être la politicienne américaine Nancy Pelosi, qui a été filmée. Donc, elle avait une présentation à faire. Et il y a des gens qui ont ramassé, qui ont récupéré le film ou la bande vidéo et qui ont joué un peu avec la vitesse de transmission ou de playback là, de la vidéo, de telle sorte que Nancy Pelosi qui parle, on a l'impression qu'elle est en état d'ébriété parce que son débit est beaucoup plus lent. Donc ça, c'est une technique ultra facile, mais qui a servi effectivement là, à faire mal paraître cette politicienne-là. Et donc, c'est une manipulation vidéo très simple. Le clonage de voix, la synthèse vocale, ça m'intéresse. On en parle beaucoup. Il y a les fraudes de tirs grands-parents où des gens vont repliquer une voix du petit enfant d'une personne, puis après ça, placer la pile. Où en sommes-nous avec ces techniques-là de clonage de voix et de synthèse vocale? Sans surprise, évidemment, vous lisez les journaux, donc vous savez que c'est de plus en plus facile de faire du clonage de voix. Là, je ne suis pas spécialiste. Là,
On pourrait en discuter avec un de nos collègues au crime qui est vraiment spécialisé là-dedans, mais on sait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça prenait quand même beaucoup de dizaines de secondes, de minutes de parole pour réussir à cloner la voix de quelqu'un, alors que maintenant, on parle de secondes. Là. Donc, ça, évidemment, c'est très inquiétant. Même chose pour les deepfakes. Donc, tout ce qui est modification d'une vidéo, par exemple en changeant le visage de la personne ou en faisant dire à une personne des choses qu'elle n'a pas dites. Là. Donc, vous avez aussi l'exemple du deepfake du président Zelensky, je pense au début de la guerre, en 2022, là, qui appelait ses compatriotes à rendre les armes. Finalement, donc, c'est un deepfake qui avait quand même quelques défauts techniques à l'époque. Maintenant, en 2025, évidemment, les choses se sont pas mal améliorées. Donc, détecter ces deepfakes-là, c'est quand même de plus en plus difficile parce que, bon, c'est de plus en plus réaliste. Là. Donc, un autre exemple de situation où on pourrait être dans un mode là, justement de désinformation visuelle, c'est ce qui touche les graphiques. Donc, en sciences, encore là, si vous suivez, vous êtes by the book là, pour faire vos publications scientifiques, vous devez faire attention aux axes de vos graphiques, par exemple. C'est facile, en changeant les axes, de rehausser un certain message, ou au contraire, de le diminuer. Donc, ça, c'en est un exemple de situation où il faut être un peu délicat. Là. Et finalement, un dernier exemple, c'est la réutilisation de visuels qui ont une certaine autorité, qui ont une certaine notoriété. Un exemple ici, vous avez une capture d'écran de CNN et le petit texte en bannière, on peut, avec Photoshop, le changer, le tripoter un petit peu là, pour juste faire valoir un certain point, en profitant justement de la notoriété de CNN. Maintenant, parlons de la boîte à outils qui est utilisée pour générer ce contenu trompeur-là. Quels outils sont à la disposition des gens qui créent des contenus, des deepfakes et des contenus de désinformation? Ouais, là, on tombe dans le rôle de l'intelligence artificielle dans la désinformation. Donc, et cette diapo-ci, on va insister sur la production de contenu de désinformation, puis bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Hein. ChatGPT, si vous l'utilisez à des mauvaises fins, vous êtes capable de générer pas mal de contenu là, qui va justement véhiculer des fausses nouvelles. Depuis quelques années maintenant, c'est l'image. On est capable de fabriquer de toutes pièces des images qui, elles aussi, peuvent être récupérées dans un contexte là, qui est diffamatoire, par exemple, là, qui laisse entendre qu'il y a des mauvaises choses qui se passent en rapport avec les personnages de l'image. Par exemple, le président Trump là, qui supposément se fait arrêter sur cette image-là. Et maintenant, depuis une couple d'années, si vous suivez un peu ce qui se passe du côté médias, production de films par des modèles génératifs, Sora, si ça vous dit quelque chose, on est aussi là-dedans. Donc, la production de clips vidéo, forcément, ça va rendre la vie beaucoup plus facile à certaines personnes qui veulent justement propager la désinformation. Puis, sauf erreur, je pense qu'il y a des partis politiques aux États-Unis qui ont commencé à utiliser ces outils-là pour fabriquer de la publicité sans trop de problèmes. Là. Je suis quand même curieux de te lancer la balle. Où en sommes-nous par rapport au réalisme de ces contenus-là? Jusqu'à quel point est-ce que c'est difficile de détecter la réalité de la fiction maintenant? Oui, là, il y a deux choses. Là, il y a la production. Est-ce que quelle est la qualité de cette production-là? Puis, si vous avez jeté un œil là, sur ce qui se passe maintenant sur Internet, des exemples de modèles qui ont été proposés par des entreprises, mais aussi dans le milieu académique, la qualité, là, c'est quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'en voir, là, mais le réalisme est très, très élevé. Même au niveau des images, la résolution est très, très bonne. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des modèles qui généraient de la vidéo, on parlait de quelques secondes. Bon, quelques secondes, on peut penser que tu ne vas pas trop loin avec... tu ne vas pas bâtir ta campagne de désinformation sur des petits clips de quelques secondes, mais maintenant, on peut générer de la vidéo là, sur une beaucoup plus longue durée. Puis... c'est là où justement l'impact, disons, négatif là, de l'intelligence artificielle nous complique la vie là,
pour le simple citoyen là, qui voit passer tellement d'informations, là, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a été fabriqué? Là, on ne sait plus trop. Là. J'ai le souvenir d'un journaliste de Radio-Canada qui a vu un deepfake dans lequel il participait sans le savoir et qui avait été traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. Ça l'avait vraiment déstabilisé à cause du réalisme et ça avait la forme d'une production journalistique. C'était ça qui était Absolument. vraiment déstabilisant. Oui, complètement. On est rendu là en termes de qualité. Là, c'est assez impressionnant, c'est sûr. Donc, il y a d'un côté, évidemment, la production. Donc, les modèles d'intelligence artificielle sont capables de générer du contenu qui est réaliste. Là, on parle même au niveau du texte. Juste le texte, là, maintenant, le contenu est vraiment très, très bon au niveau, par exemple, avec ChatGPT. Ça a l'air professionnel, puis on peut tomber dans le panneau. Et du côté visuel, forcément, c'est un peu la même chose. Là. Donc, la qualité est tellement bonne que faut y penser à deux fois. Puis, tu as beau chercher des défauts. Bon, il y a quelques années, on regardait les mains des gens avaient 6 doigts. Bon, on peut comprendre que, OK, ça, c'est du fake, là. Mais ces problèmes-là ont été corrigés, et puis là, on est ailleurs. Là. Donc, il y a le côté production du contenu qui peut potentiellement être utilisé dans un contexte de désinformation, mais de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui concerne la détection, parce que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour aider à lutter contre la désinformation, en particulier justement en aidant à mettre au point des algorithmes qui vont faire certaines détections. Oui, c'est là où, au crime, nous, on développe un coffre à outils pour outiller et aider la population et les institutions. Parlons-en de ce coffre à outils-là, parce que j'y vois quand même beaucoup d'espoir dans la lutte contre la désinformation. Oui, bien c'est là où, quand on parlait de vision par ordinateur au début, bien, c'est là où on commence à intégrer vision par ordinateur, intelligence artificielle, toutes ces technologies-là. Est-ce qu'on peut les mettre au service de la détection de la désinformation? C'est là-dessus qu'on travaille, au crime, puis évidemment partout ailleurs dans le monde. Vous avez un exemple, vous allez peut-être vous en rappeler, ça fait peut-être 1 an et demi, je pense que c'est sorti, la famille royale en Grande-Bretagne qui avait mis en ligne une belle photo de famille. Et bon, ça avait l'air cool, mais il y a des internautes qui ont récupéré l'image, commencé à analyser. Il se passe des drôles de choses dans l'image. On dirait que ça a été manipulé. Puis finalement, avec, il y a tellement d'éléments là, dans cette image-là qui clochaient que la famille royale a dû dire qu'effectivement, l'image avait été manipulée. Donc, c'était un mauvais exercice de Photoshop. Mais l'idée là-dedans, c'est est-ce qu'une machine est capable de faire ce genre de détection que les internautes ont pu faire? Est-ce que c'est possible d'automatiser cette détection-là? Je donne un exemple très simple. Vous savez peut-être, j'espère, que ChatGPT, on peut faire autre chose que converser avec lui. On peut lui envoyer des images et lui poser des questions sur le contenu des images. Donc, cette image-ci, on pourrait, par exemple, utiliser ChatGPT pour lui dire, bien, voici, l'image a été prise au mois de mars, à tel endroit, mettons, en Angleterre. On voit du feuillage dans l'arrière-plan. Est-ce que c'est plausible qu'il y ait du feuillage à cette époque-là de l'année en Angleterre? Et vous allez avoir une réponse de ChatGPT. Donc, on peut bâtir là-dessus pour avoir justement des systèmes qui vont essayer de trouver des anachronismes dans les images ou des trucs qui clochent. Donc ça, c'est un exemple là, qui a l'air un peu banal. Bon, c'est la famille royale, mais en bas, c'est le gouvernement iranien qui a proposé cette image-là il y a quand même une bonne quinzaine d'années, où le troisième missile qu'on voit, ben, il n'a jamais existé. Là. C'est comme du copier-coller d'un autre missile de la même image. Donc, vous voyez que là, qu'il y a plus d'impact, plus d'implication. Je suis quand même curieux. Est-ce que c'est pas un peu une contradiction de faire confiance à un outil qui génère de la désinformation pour la détecter aussi? Ou est-ce que c'est l'outil qui est le mieux équipé pour la détecter? Bien, je pense qu'on est un peu dans la logique quand même de virus, antivirus, là, en cybersécurité. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont essayer d'utiliser l'IA pour faire de la désinformation, puis il y a des gens qui vont essayer d'utiliser l'IA pour la combattre. On peut jouer aussi au niveau de la confiance. Là. Tu sais, quand l'intelligence artificielle vous donne une réponse, nous, au crime, ce qui nous importe, ce n'est pas juste la réponse, mais aussi c'est la confiance avec laquelle on peut interpréter la réponse, puis on peut s'y fier aussi. Et ça, c'est des travaux qui sont en cours au crime, puis aussi ailleurs dans le monde. Et là, c'est là où, justement, si on est capable d'avoir un outil qui va en plus expliquer son raisonnement en guillemets, là, qui va être capable de justifier pourquoi il recommande que, mettons, telle image associée à tel texte, c'est peut-être de la désinformation, bien, c'est là, je pense qu'on peut avoir un bon gain.
Donc, comme je disais, ben, c'est ça, les algorithmes de détection d'images, les algorithmes même avancés, un peu comme ChatGPT par exemple, peuvent servir à analyser des artefacts dans l'image. Donc, les régions dans l'image qui peuvent avoir été manipulées par Photoshop, ça, c'est des choses que, en théorie, on est capable de détecter. Les incohérences physiques aussi, c'est la même chose. L'analyse sémantique. Donc, vous avez un texte, vous avez une image, mais est-ce que les deux fit en termes sémantiques? Là? Est-ce qu'on parle de la même chose à la fois dans le texte et dans l'image? Encore là, il y a des outils qu'on essaie de développer pour mesurer cette chose-là. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Là. Et finalement, puis là, j'anticipe ta question, là, donc je la donne tout de suite. Là, je donne tout de suite l'information. Qu'en est-il de la détection du matériel qui est généré? Okay, vous avez des beaux modèles d'IA, mettons DALL-E, par exemple, qui vont générer des images. Est-ce qu'une machine est capable de savoir que cette image-là est une image qui a été fabriquée de toutes pièces? La réponse est plus ou moins. Pour certains modèles d'intelligence artificielle, c'est possible. Pour d'autres, c'est plus difficile. Puis c'est un peu là, on est encore dans la logique virus, antivirus. Donc, une compagnie qui mettrait un nouveau modèle sur le marché, qui est capable de générer des images, ça va peut-être prendre un certain temps avant qu'on puisse avoir des outils pour détecter que ces images-là, finalement, ont été fabriquées. Ce n'est pas évident. Oui, donc plus que jamais, ça devient important de se fier à notre esprit critique. Absolument. Et de se poser des questions. En gros, c'est vraiment là où moi je vois une piste de solution. Oui, on va y reparler en conclusion, mais oui, tu as tout à fait raison. Là. Et parmi les autres outils qui sont disponibles, en particulier pour les professionnels comme les journalistes qui ont vraiment beaucoup de besoins pour ce genre de technologie-là. Donc, au niveau de la lutte à la désinformation, vous avez la recherche d'images inversées. Donc, ça, c'est un outil à la disposition de tous. Je pense avec Google, on est capable de le faire. Ce n'est pas très compliqué. Mais l'idée là-dedans, c'est, OK, parfait, sur Facebook, j'ai vu passer un message, une publication avec une photo. Cette image-là, d'où elle vient? On n'a aucune idée. La recherche d'images inversées peut vous permettre de retracer un petit peu l'historique de l'utilisation de cette image-là. On peut, par exemple, savoir que, l'image qui est sur l'exemple, président Reagan avec Margaret Thatcher, cette photo-là est sortie, entre autres, dans le Guardian en 2017, par exemple. Donc, cette historique-là, jusqu'à un certain point, parce que, ce n'est pas toutes les images là, qui sont indexées, mais on peut avoir un certain historique. Donc, ça peut nous renseigner sur comment interpréter un peu la publication Facebook qu'on vient de voir. Donc, si quelqu'un prétend que, regarde, voici, j'ai la preuve qu'il s'est passé tel truc, puis avec une petite recherche, on s'aperçoit que finalement, cette image-là a été utilisée il y a 10 ans pour autre chose, bien là, ça devrait sonner une cloche. Là. Un autre exemple, il y a des algorithmes de biométrie vocale. Donc, vous avez une vidéo, par exemple, président Zelensky qui se met à parler ou à énoncer un certain message. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit? On pourrait utiliser la biométrie vocale pour valider ou invalider le fait que le président a effectivement prononcé ces mots-là. Watermarking, c'est des mots qu'on a peut-être déjà entendus il y a quand même longtemps, mais c'est encore d'actualité. Donc, vous avez une image, possiblement, si l'image a eu un filigrane qui a été inséré à l'intérieur, au moins, on peut avoir une certitude que si jamais on revoit cette image-là dans un autre contexte, qu'on peut détecter si jamais il y a eu une manipulation de l'image. Est-ce qu'elle a été rognée? Est-ce qu'il y a eu un changement de compression, changement de format, tout ça? Ça va casser le watermark, finalement, puis ça va donner des indications sur peut-être que l'image a été mal utilisée. Oui, parce qu'il y a quand même des métadonnées associées aux images qui nous permettent de faire un petit travail de recherche puis de voir l'historique. Tout à fait. Sauf que ce qu'on dit, c'est que sur les réseaux sociaux, quand on téléverse une publication, les métadonnées sont comme effacées. Là. Donc, il ne reste que l'image. Donc, on perd cette information-là. Donc, c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Ça nous amène d'ailleurs au prochain point, qui est la traçabilité. Il faut savoir que, là, évidemment, je ne suis pas spécialiste, mais je vous résume un peu la chose, qu'il y a des initiatives en cours qui impliquent des grands joueurs. On parle de Microsoft, Google, évidemment, mais aussi des producteurs de contenu visuel comme Sony, peut-être Canon à voir, là, mais des gros joueurs, puis aussi des consommateurs de vidéos, d'images, comme par exemple les journaux, les entreprises de médias et tout. Donc, tous ces gens-là essaient de monter un consortium pour sécuriser la production et la consommation d'images
Donc, ça part de la caméra. Donc, quand la caméra prend une image, c'est comme s'il y avait un watermark qui était comme inséré à l'intérieur même de l'image, au niveau, par exemple, de l'image ou des métadonnées. Et finalement, jusqu'à la consommation de l'image, quand on fait, mettons, la mise en page au niveau du journal, bien, toute la chaîne de déplacement de cette image-là, de voyagement, cette chaîne-là serait sécurisée, puis on serait capable d'avoir finalement l'historique complet de l'image. Donc, on a une image ou une photo, on peut savoir à quel moment ça a été pris, et ça de façon sécuritaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la traçabilité. Et comme je dis, il y a des gros joueurs qui sont là-dedans, donc évidemment des entreprises médiatiques, même Radio-Canada est là-dedans, je pense, BBC. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se passent à ce niveau-là. Donc, j'ai bien hâte de voir si ça va gagner en traction, là. Et peut-être un dernier point, bien, on n'a pas parlé de la vérification de faits, mais ça, c'est un outil quand même important. Et vous savez, si vous écoutez la télé, il y a je pense qu'il y a des émissions là-dessus. Où, des décrypteurs, oui. Les décrypteurs, par exemple, les gens, justement, les journalistes vont prendre les affirmations des politiciens puis vont essayer de démêler le vrai du faux, essayer de figurer si ce que le politicien a dit ou prétend c'est exact. Ça se fait au niveau du texte. Ça ne se fait pas vraiment au niveau de l'image. On commence à le faire au niveau de l'image, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on voit l'intelligence artificielle automatiser cette recherche de faits, cette vérification de faits-là au niveau du texte, et avec un peu de chance, puis je sais que ça se travaille au niveau universitaire, bien, qu'on puisse le faire aussi avec l'image. Donc, si on avait des moteurs d'examen ou de validation de faits qui étaient automatisés ou semi-automatisés, bien, au moins, on pourrait gérer, évidemment, le flot de nouvelles là, qui n'arrête pas de monter avec le temps. Tu envisages ça comment, cette relation-là entre l'humain et la machine dans la vérification des faits? Comment ça pourrait se dérouler? Oui, c'est une bonne question. Déjà, on entend des choses. Puis il y a un des participants dans la salle que j'ai rencontré avant, puis qui travaille sur cet aspect-là, entre autres. C'est des outils qui doivent être mis à la disposition des gens, mais il faut qu'ils soient conviviaux. Ça pourrait être peut-être un petit plugin dans Chrome, une petite bulle là, dans un navigateur ou même dans des outils comme Office, par exemple, là, où ça serait possible, facile de demander à l'outil l'information que je vois, est-ce que c'est valable? On peut soupçonner que des entreprises, mettons comme Facebook, qui ont peut-être leurs outils internes pour faire ce genre de choses-là, quoique on a vu que les aspects de modération ont comme un peu passé à la trappe là, chez Facebook. Mais bref, ces outils-là qui sont conviviaux, qui sont faciles d'utilisation, je pense qu'ils n'existent pas encore, sauf erreur. On y travaille, mais je pense que c'est l'avenir, là. Puis, à mon avis, les journalistes vont être les premiers à applaudir l'arrivée de ce genre d'outils-là. En effet, parce que moi, j'ai tout de suite un souvenir qui me vient en tête d'une conférence à laquelle j'ai assisté en 2015 qui parlait de la détection de contenus trompeurs. Et on est encore dans les mêmes eaux. Donc, je pense qu'au pire niveau... encore, parce que là, on a encore des meilleurs outils pour générer le contenu. Là. Donc, à l'époque, le message, il fallait le faire à la main. Maintenant, ChatGPT, en clic, on est capable d'avoir quelque chose de vraiment très, très bien. Là. Donc, bref, en résumé, des mises en garde. Évidemment, quand on parle de désinformation, d'intelligence artificielle qui va combattre la désinformation, on ne peut pas passer sous silence le fait que les modèles d'IA ont des biais. Est-ce que ça vient renforcer la désinformation? Est-ce que ça vient nous empêcher de lutter efficacement? Là, ça, c'est des questions ouvertes, je pense. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Donc, ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément à garder en tête, c'est que là, évidemment, on parle de technologie depuis le début de la présentation. On parle d'intelligence artificielle, des modèles génératifs et tout ça. Mais il faut garder en tête que la solution à la lutte à la désinformation, ce n'est pas que technologique. Ça, c'est... Tous les experts s'entendent là-dessus. Là. C'est multidisciplinaire. Donc, on parle d'éducation citoyenne. Ça va même jusqu'au primaire, en bas âge. Il faut sensibiliser les jeunes à apporter un regard critique sur ce qu'ils vont trouver sur Internet, même à la limite dans les journaux. Donc, il y a tout cet aspect-là de littératie numérique, la sensibilisation citoyenne à la source des données, la source d'information. On n'a pas le choix vraiment de travailler à ce niveau-là, donc, parce que la technologie ne peut pas pallier tous les problèmes. Là. Et finalement, je pense que ça aussi, c'est important. Puis vous parlez des spécialistes en lutte à la désinformation, mais ils vont vous le dire.
C'est pas vrai qu'un groupe technologique peut travailler en vase clos. Il faut vraiment tendre la main à des professionnels de domaines différents comme sociologie, psychologie, par exemple, pour mieux bâtir les outils qui vont permettre de lutter efficacement contre le phénomène. Mais je vois quand même dans tout ça une certaine forme d'espoir, parce qu'au final, la solution vient d'initiatives humaines, ça vient de notre esprit critique, ça vient un peu de l'autodéfense intellectuelle, finalement. Oui, absolument, tout à fait. Puis, je pense que c'est ça, la clé, c'est vraiment l'éducation. Donc, à partir du moment où on a un peu notre jugement dans les mains, puis on essaie de l'améliorer avec un enseignement approprié, je pense que cet esprit critique, l'autodéfense, comme tu dis, c'est un bon terme, il va juste s'améliorer avec le temps, puis on va avoir globalement une population qui va être plus résiliente à ce genre d'attaque-là. Donc, c'est un bénéfice, évidemment. Dans ces outils-là, il y a entre autres l'état des lieux de la désinformation qui a été développé par le crime en collaboration avec l'Université d'Ottawa. Parle-moi de ce document-là. Oui, c'est un document qui met un peu la table, donc qui parle des enjeux de la désinformation. Parce que, la désinformation en général, puis là, évidemment, dans ce cas-ci, c'est visuel et multimodal, mais ça s'applique à toutes sortes de désinformation, même juste textuelle. Ça a des impacts sociaux sur la santé, parlons par exemple des vaccins ou des campagnes anti-vax, sur la finance, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent perdre leur réputation à cause de campagnes de désinformation, au niveau politique, au niveau de l'état de santé de la démocratie, par exemple. Donc, il y a un paquet d'enjeux sociaux. Et en première partie du rapport, on fait justement l'état des lieux de cette situation-là. Et en deuxième partie du rapport, là, on parle des solutions, évidemment très technologiques, l'intelligence artificielle, le modèle génératif pour aider à combattre le phénomène. Et c'est un rapport gratuit, donc ne vous gênez pas pour télécharger. Crime.ca. Et maintenant, j'invite les gens, si vous avez des questions, à vous déplacer au micro situé juste là pour poser vos questions. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la belle discussion. Je voulais savoir, on voit dans le monde, si je ne me trompe pas, en Europe présentement, des réglementations sur des watermarks sur les images et vidéos créées par l'IA. Je pense à Sora 2 présentement, là, qui a un petit logo de Sora 2 qui se promène. Il y a des outils présentement qui commencent déjà à sortir pour les retirer de manière illégale, bien sûr. Je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que les watermarks seraient quelque chose envisageable pour justement combattre un peu la désinformation? Merci. OK. Là, il faut s'entendre sur ce que c'est le watermark. Souvent, là, quand on parle de logo, c'est visible, j'imagine, par quelqu'un qui regarde la vidéo. Le watermark, c'est un peu différent. Donc, ça, c'est quelque chose qui... oui, ça peut s'enlever, ce logo-là, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Le watermark, en général, c'est de l'information qui est cachée à l'intérieur même de l'image, qui est imperceptible. Donc, c'est impossible en regardant l'image qu'il y ait un watermark. Sauf que si on modifie l'image, on casse le watermark. En fait, c'est un peu la nuance entre l'ADN et l'empreinte digitale, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est vraiment très, très, très creux dans le signal de l'image. Donc, que les gens soient capables d'enlever le logo ou non, à la limite, c'est pas très grave, mais c'est vraiment à l'intérieur même du signal qu'il faut aller regarder si jamais le watermark est présent ou justement absent parce qu'il y a eu manipulation d'image. Mais cela dit, effectivement, il y a un intérêt évidemment pour toute la communauté d'avoir une façon, entre guillemets, facile de détecter si un document a été fabriqué ou justement c'est un document qui est original, qui vient d'une caméra, par exemple. Et sauf erreur, je pense que les concepteurs de modèles, donc OpenAI, par exemple, sont sensibilisés à cet aspect-là. Et je crois qu'ils participent aux discussions. Je parlais tantôt du pipeline, là, de création de l'image par une caméra jusqu'à la consommation de l'image, puis une espèce de truc sécurisé, là. Je pense qu'il y a des discussions pour inclure les modèles génératifs là-dedans, pas juste les caméras comme source de production d'images, mais aussi les modèles génératifs. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir à ce niveau-là, mais j'en sais pas plus, là. C'est les derniers trucs que j'ai entendus, là. Mais le risque est toujours là que ce modèle-là va être contourné. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, finalement.
Oui, parce que il y a toujours des méchants qui vont prendre des modèles, qui vont en développer, qui vont avoir des modèles qui ont moins ou pas même de garde-fous. Donc, les modèles vont pouvoir générer à peu près n'importe quoi en termes de contenu. Puis, donc, vous allez peut-être avoir justement un pan de la civilisation où, un peu rebelle, là, qui ne veut pas justement suivre les règles. Là. Donc, ça, c'est peut-être inévitable, malheureusement, surtout qu'avec les modèles qui sont open source, qui sont faciles d'utilisation, on peut prendre un modèle sur Internet, le modifier un petit peu, puis se mettre à générer des images, mais le modèle, après, il a sa propre vie, malheureusement. Là. En profiter pour en poser une question aussi, pour remplir le Q&A. On voit souvent, quand on utilise des chats GPT de ce monde ou autres comme Gemini, surtout pour tout ce qui est texte, des astuces qui sont très clairement créées par l'IA. Par exemple, le M-Dash, c'est toujours un dead giveaway. Quand on voit un M-Dash, on est comme « Ah, ça doit être écrit par le IA ». Les bullet points, là, par exemple. Oui, le long, oui, exact. Ou sinon, peindre des emojis ou une structure particulière d'un post sur LinkedIn qu'on est comme « C'est clairement pas ta voix », on le sait. Puis vous avez parlé justement, il y a comme un intérêt par la communauté, oui, pour les images, d'être capable de... Moi, j'appelle ça un bullshit détecteur, mais c'est pas nécessairement la bonne affaire. Mais d'être capable aussi d'avoir une façon de regarder quelque chose et ou d'utiliser un autre logiciel et de dire « Is this authentic » ou est-ce que ça a été écrit par un chatbot ou pas un chatbot, mais un LLM ou un... C'est notre Graal à tous. Là. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Là. Évidemment, il y a beaucoup de systèmes actuellement qui sont... on parle plus de démos ou de preuves de concept. Là. Je pense qu'au niveau commercial, je ne suis pas sûr que ça existe encore, mais c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau textuel, peut-être qu'il y a des choses qui commencent à sortir, là, au niveau commercial à voir. Là, mais en ce qui concerne l'image, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, évidemment. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. Là. Et avoir des outils, justement, qui vont être faciles d'utilisation, conviviaux, puis tout ça, là, pour réussir ça. Merci. Ah, question? Vous pouvez venir. Ah. Je voulais savoir votre avis. Pour vous, en parlant d'images, du texte, comment vous voyez comment vous voyez les IA génératives? Est-ce que pour vous, c'est un co-auteur ou c'est un outil? OK. Excellente question. J'ai presque le goût de la renvoyer, cette question-là. Oui, parce que j'utilise ces outils-là dans le cadre de mon travail en communication. Et pour moi, c'est un outil plus qu'un co-auteur. Un peu comme Antidote, le logiciel qui permet de corriger les fautes en français au Grammarly en anglais, qui me servent de logiciel de révision. Un peu comme des collègues à qui je partage des textes que j'ai écrits. C'est un peu comme ça, mais ces outils-là ne peuvent pas devenir des co-auteurs. C'est comme ça que j'envisage cette relation-là. Puis d'ailleurs, ça m'amène à une anecdote. La première fois que j'ai utilisé un générateur de texte, je travaillais en anglais à l'époque, et ma langue maternelle est le français. Donc, quand j'écris en anglais, j'ai une voix unique que j'assume très bien, mais j'ai partagé un texte que j'avais généré avec l'intelligence artificielle et mon collègue m'a dit « Oui, c'est bien écrit, mais il n'y a pas de toi là-dedans. Il n'y a pas le côté anglais un peu plus francisé. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un outil plus qu'un co-auteur. C'est comme ça que j'envisage cette relation-là. Ce que je dois dire, par contre, c'est que cette relation-là, je la vois changer énormément depuis la première fois que j'ai utilisé un de ces services-là. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Une relation qui évolue, mais j'aime bien me garder un bras de distance quand même avec ces outils-là. Par ailleurs, dans le monde académique, évidemment, moi, je vois passer beaucoup de publications scientifiques et on dirait que la qualité augmente avec le temps. Puis c'est probablement parce que justement, il y a du support, parce que bon, au niveau académique, les publications, ça vient de partout dans le monde, c'est pas tout le monde qui maîtrise l'anglais. Donc, ça peut remonter aussi le niveau de tout le monde, quoique des fois, on voit beaucoup d'expressions qui reviennent. Là. Donc, c'est assez clairement, là, il y a un support derrière là, qui est justement ChatGPT. Mais j'ai tendance à le voir justement comme un support à la rédaction. Là. On a le temps pour une dernière question. Bonjour, merci. Fait que tantôt, vous
parliez que l'IA, ça pourrait être l'outil qui nous permettrait de déterminer est-ce qu'une image a été générée par l'IA. Puis vous preniez l'exemple de la photo de la famille royale. Et qu'on le sait qu'aujourd'hui, l'IA peut aussi faire des erreurs. Puis des fois, c'est des grosses erreurs, puis ça fait aucun bon sens, puis on se dit, bah non, c'est sûr, c'est pas vrai. Ouais. Mais des fois, c'est plus grave, ça fait des erreurs vraiment subtiles. Puis c'est dit avec tellement de conviction qu'on pourrait penser que c'est vrai. Fait que ma question, c'est est-ce que l'IA, c'est vraiment notre solution pour nous sauver des fausses images générées par l'IA? C'est une bonne question. Bon, il y a tout le côté, pas juste l'IA, mais du côté ce qu'on appelle le traitement de signal. Donc, les gens qui sont en physique ou en génie savent de quoi je parle. C'est vraiment essayer de voir l'image comme étant un bloc d'informations qui a des propriétés intrinsèques. Et si jamais il y a eu manipulation, si jamais il y a eu création, même génération, on pourrait le détecter sans même parler d'intelligence artificielle. Donc, ce serait comme des algorithmes, finalement, là, qui sont utilisés pour faire cette détection-là. Il y a aussi ce travail-là qui est fait. Donc, on ne base pas notre recherche de solutions sur l'IA seulement. Ça, c'est certain. Là. Donc, ça, au moins, il faut être un peu rassuré par rapport à ça. Là. Mais effectivement, il y a des hallucinations. Mais c'est toute la question de l'explicabilité. Donc, est-ce que, oui, on prend ce que l'IA va nous donner comme réponse. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de la confiance sur le résultat? C'est tout un champ de recherche là, qui est en cours justement pour être sûr que ces modèles-là vont sortir des réponses là, qui ont du sens, qui sont explicables et auxquelles on peut mettre, mettons, une probabilité de succès, ni plus ni moins, là, ou de confiance. Là. À ce sujet-là, sur les hallucinations, je pense que je vais terminer avec cette note-là. Il y a déjà un logiciel d'intelligence artificielle qui a dit qu'un de nos collègues au crime était un légendaire chansonnier québécois qui a indiqué 15 disques. Je te laisse deviner lequel. OK. J'ai une idée. Marc Lalonde, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Marc, et merci, Jean-Étienne, pour la modération. On va prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes environ, le temps de se dégourdir les jambes. Ceux qui sont sur les poufs, est-ce que vous voulez sortir du pouf ou vous restez sur le pouf? Vous avez l'air tellement bien. On va prendre ces petits 15 minutes-là. On se retrouve ici pour notre dernière conférence de l'après-midi, ici dans la Satosphère. Bonne pause. À tout de suite. Tout de suite.